Bon, c'est un des derniers projets de Michel Corajou, un dernier projet à Bordeaux, après ce qu'il a pu conduire. Et c'était une espèce de challenge, vous nous en parlerez mieux tout à l'heure Suzanne, mais c'était une espèce de challenge, c'était de se pencher sur ce qui n'est pas une ville, c'est un quartier de Bordeaux positionné, placé géographiquement comme une ville de banlieue, au-delà du périmètre qui ceinture Bordeaux, les boulevards, et une ville-jardin faite de pavillons, de jardins privés, de petites résidences qui s'y sont glissées. Ça et là, à la place des belles chartreuses qu'on trouvait autrefois, quelques grandes résidences installées dans des parcs, elles aussi. Et en quelque sorte, le seul espace public de ce lieu, c'est la rue. Donc comment intervenir? Quand on est paysagiste et élu sur des territoires comme cela, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Comment est-ce qu'on peut les améliorer? Et puis, pour finir, quelles questions ils nous posent plus généralement sur les villes françaises, les métropoles françaises, et sur ce qu'on pourrait généraliser ailleurs qu'à Bordeaux. Alors, d'abord, si vous voulez, on va commencer avec Elisabeth Touton. Vous nous disiez quelle était l'envie, le désir, quand la ville de Bordeaux a demandé à Michel Corajou, avec l'agence Grao, de travailler sur Codéran. Alors, comme vous venez de le dire, en fait, c'est un territoire qui est un territoire hors le centre sur lequel on a travaillé, où on a des projets urbains, où on a évidemment des projets de développement, mais sur le territoire de Codéran, on s'était pas interrogé. Et ce qui est étonnant, c'est que le territoire de Codéran, il s'est beaucoup développé. À la fois avec de l'habitat individuel et du collectif. Il est extrêmement attractif. Il y a une forte pression foncière. Il y a une vraie demande de personnes qui veulent habiter dans ce type de tissu pour leur qualité de vie, pour tout ce qu'ils offrent, la maison avec le jardin, etc. Mais en fait, il s'est développé sans vision globale et sans qu'on s'arrête à un moment sur ce qu'il est, ce territoire, sur ses qualités, sur ses défauts, sur ce qui peut être mis en valeur, sur ce qui peut être amélioré, etc. Et donc, en fait, l'objectif de l'étude lancée sur Codéran, et qui a été confiée donc à Michel Corajou et à l'agence Grao, c'était de nous faire d'abord une sorte d'état des lieux de ce qu'était Codéran, de ces tissus un peu différenciés, parfois hétérogènes, parfois assez banaux, parfois très qualitatifs. Et Suzanne en parlera mieux que moi, mais ce qui est apparu, surtout, c'est qu'on découvre qu'il y a un vrai patrimoine à Codéran, que ce patrimoine, il est essentiellement paysager. Il y a aussi un patrimoine bâti, bien sûr, mais ce qui fait Codéran, c'est surtout son patrimoine paysager, et que ce patrimoine, il disparaissait un peu petit à petit au fil des opérations qui se développaient, ou s'il ne disparaissait pas, en tout cas, il n'était pas valorisé par les opérations qu'on lançait. Donc, il y a eu un inventaire très important que vous avez fait. Il y a eu, on a découvert un certain nombre de pépites. On a découvert aussi qu'on pouvait, grâce à vous, et vous allez nous l'expliquer, je pense, continuer d'urbaniser parce que ce territoire, voilà, est attractif et le demande, mais différemment de ce qu'on fait sur les quartiers nouveaux, différemment de ce qu'on fait dans le centre ancien de Bordeaux. Alors, Suzanne Eliasson, donc vous avez travaillé avec Michel Corajou sur ce projet, puis assez vite, effectivement, vous vous êtes retrouvé à conduire le projet sans lui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut retenir des points forts de préconisation, puisque l'étude est terminée, le livre Apprendre de Codéran est paru. Alors, parlez-nous un peu des leçons principales et des pistes de changement. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Codéran ? Non, déjà, peut-être ce qui est important à dire, et effectivement, c'est un morceau de la ville de Bordeaux. C'était une commune avant. C'est un territoire qui fait 750 hectares. Et en dehors de la limite des boulevards, c'est vrai que
en dehors de la limite administrative, on peut ne pas sentir la limite. Par exemple, avec Mérignac, avec le Haillon, il y a une continuité du tissu urbain quand on sort des boulevards. Et c'est ce qu'on a appelé ce tissu-là, ou enfin cette qualité-là, c'est ce qu'on a appelé la ville-jardin, plutôt que de parler de périurbain. Mais je pense que ça c'est un débat qui aura lieu par la suite. Oui, on estime, enfin on va en reparler aussi, voilà. Mais qu'en effet on n'est pas dans le périurbain à cet endroit-là. Non, pour nous on n'est pas dans le périurbain. Enfin, même dans la métropole de Bordeaux, c'est assez difficile pour nous de parler de périurbain parce qu'on s'aperçoit que c'est des endroits qui se sont... Enfin, c'est pas un simple étalement. C'est des bourgs qui se sont densifiés, qui se sont consolidés au fur et à mesure. Donc il y a une richesse effectivement patrimoniale qui est importante, mais il y a aussi un territoire qui est urbain de fait. Et donc je pense que qu'est-ce qu'on peut retenir de Codérant déjà, c'est un regard sur ce type de territoire. On a tendance aujourd'hui à, je trouve en tout cas parmi les urbanistes parfois, à parler de la métropole comme quelque chose qui est très complexe, qu'on a du mal à décrire parce que il y a X phénomènes qui rentrent en compte. Et je pense que ce qui est important déjà aussi, c'est de pouvoir donner à voir ce qu'est le territoire métropolitain. Et pour nous, et ça c'est quelque chose qu'on avait beaucoup discuté avec Michel et avec l'atelier Corajou, c'est qu'est-ce que Codérant aujourd'hui, qu'est-ce que la ville-jardin aujourd'hui, et déjà c'est quelque chose qui pour nous peut être décrit avec une forme physique, c'est-à-dire qu'on peut donner à ce territoire une forme ou des formes physiques. En l'occurrence, on a identifié 4 tissus urbains qu'on a appelés de façon très simple, le tissu individuel, le tissu collectif, le tissu mixte et puis le tissu des échoppes. Et cette façon simple de décrire aussi un territoire qui est complexe permet de lui donner une forme physique et du coup une existence aussi, et une forme de dimension aussi collective qui était importante. Après, il y a autre chose qui a émergé effectivement dans le cadre de l'étude et par l'observation et par rapport à la description simplement du réel, c'est que chaque tissu qu'on a identifié existait de par les formes bâties, de par l'architecture dedans, mais aussi de par la forme paysagère. Et qu'il y avait à chaque fois une correspondance très 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 forte entre le paysage et le bâti. C'est vrai que Codérant, c'est un territoire qui s'est urbanisé sans urbanisme d'une certaine façon, et il est fait de désirs individuels. Chacun a créé son monde. Chacun avait tellement envie de qualité que tout déborde aujourd'hui. Sur la rue, chez le voisin, les arbres, le paysage. Et à la fin, ça crée un paysage collectif. Ça crée une dimension collective qui est intéressante et qui fait ville aussi. Et ça, je pense que c'est la première leçon qu'on a. La dimension collective, elle est théorique quand même. Michel Corajou avait dit, vous le reprenez dans le livre Apprendre de Codérant, ce serait bien si chaque individualité dans son pavillon sortait dans la rue, regardait sa clôture, celle du voisin, et prenait conscience que, en effet, il vivait dans un jardin. Il y a quand même un passage culturel pour ces villes comme ça, qui sont des adjonctions côte à côte de petits ensembles jardinés. Non, il y a une prise de conscience de ça effectivement à avoir. Et je pense que ça, c'est un des premiers messages qu'on a voulu faire passer dans le livre, Apprendre de Codérant. Effectivement, chacun vit chez soi, est content de vivre chez soi, dans son paysage, dans son jardin, mais en même temps, la qualité que les gens sont contents d'avoir n'existe que parce que le voisin à côté fait la même chose, et puis celui d'après, et celui d'après, et celui d'après. Donc, il y a une dimension, sans le collectif, ça ne fonctionnerait pas pareil. Et ça c'est important. Et c'est ce qui fait aussi pour nous qu'on est à l'extérieur des boulevards, on est dans la ville-jardin. On n'est pas dans quelque chose qui est simplement périurbain, on n'est pas dans la juxtaposition de désir individuel, mais on est dans quelque chose qui produit quand même une conscience collective. Qui est plus tissé, un tissu plus serré, avec une maille peut-être plus dense, plus d'intensité urbaine. Et alors, comment est-ce qu'une puissance publique, une autorité publique locale peut intervenir sur des tissus de ce genre est-ce qu'on peut l'améliorer? Que faire? Alors, est-ce que vous tracez des pistes que Elisabeth Touton pourrait reprendre, par exemple, à Suzanne? Alors, quoi faire? Préconiser quoi? Je pense que c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté qu'on a ressentie avec l'atelier Corajou pendant qu'on a fait l'étude aussi. C'est qu'on est ici, on n'est pas dans une ZAC, on n'est pas dans du renouvellement urbain classique, on n'est pas dans des grandes friches. On est dans quelque chose où c'est le privé qui produit aussi la ville et le petit privé. Et ça veut dire qu'on est obligé dans ces territoires-là aujourd'hui de changer nos modes de faire.
Et en même temps, je pense qu'on ne peut pas accepter que ça se fait au cas par cas. Il y a des processus comme le BIMBI ou des choses comme ça qui sont très bien, mais les enjeux aujourd'hui, et pourquoi on parle de ville-jardin et à l'échelle de toute la métropole et même de d'autres métropoles, les enjeux sont trop grands en termes de possibilités de transformation et de densification et de ce qui s'y fait dans ces territoires-là sont trop grands pour qu'on accepte le cas par cas. Ça demande effectivement des nouvelles façons de faire. Je pense qu'on a commencé à explorer quelques pistes, mais on n'en est qu'au tout début. Oui, mais alors quand même, on peut les mettre en pointillé, les tracer en pointillé? Non, par exemple, sur la question de la densification de ces territoires-là. Effectivement, on était dans un état cohérent où on a la qualité individuelle très forte qui était menacée par une densification qui se fait toujours sous la même forme, c'est-à-dire un R+2, un peu au maximum de ce qu'autorisait le PLU, par des promoteurs sur une trentaine de logements, souvent dans Creuse, par exemple. Le nouveau PLU qui a été mis en place en 2017 a changé la donne, puisque dans les territoires, dans les tissus individuels, on est limité à R+1. Oui. On a eu beaucoup de promoteurs qui sont venus nous voir, qui nous ont dit mais c'est compliqué maintenant, on peut rien faire économiquement, comment on va y arriver, et on a essayé de définir un certain nombre de modes de faire aussi en matière de projets architecturaux qui sont denses mais qui sont bas et en même temps qui arrivent à recréer plus de paysages. Ça, nous on pense que c'est une piste très porteuse qu'on commence aussi nous-mêmes à explorer en tant qu'architecte dans d'autres territoires, mais ça met du temps à se mettre en place. Dense et bas, en respectant une ville-jardin, c'est un sacré cocktail que vous nous proposez là. Bravo. Oui, mais je pense que là encore une fois, c'est un des points qui est ressorti du travail sur Codéran et qui est fondamental, et qui nous a permis aussi parce que nous on est architectes, de regarder l'architecture complètement différemment depuis qu'on travaille sur Codéran. C'est cette idée aussi de correspondance entre la forme bâtie et la forme paysagère. Et on est convaincu, et on a des exemples existants qui le prouvent, qu'on peut faire plus dense avec plus de paysages. Et dès lors qu'on peut faire plus de paysages aussi, la question de la densité architecturale, elle pose moins questions et elle pose moins problème aussi. Okay. C'est-à-dire l'intensification paysagère, elle accompagne la densification architecturale. Okay. Et c'est cette expérience, cette réflexion effectivement qui pourrait être copiée ailleurs, en France. Ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas en France où les règlements se ressemblent, vraisemblablement. C'est l'idée de sortir un livre à prendre de Codéran, Elisabeth? Oui, je crois que effectivement c'est transposable sans aller très loin, même sur évidemment toutes les communes qui sont complètement similaires dans la métropole. Il n'y a pas de frontière entre Codéran, Mérignac, le Bouscat ou ailleurs. Donc, et les tissus sont totalement similaires. Donc en fait, ce qui est mis en avant par le travail de la ville-jardin peut être décliné dans d'autres communes. Et je crois qu'il y a une vraie envie d'ailleurs de le décliner ailleurs. Ce que je voulais dire, c'est que effectivement le PLU, quand même, le travail qui a été fait, dont a découlé le nouveau PLU sur ce quartier, nous aide quand même beaucoup, parce que même si un PLU c'est réglementaire, il nous permet d'expliquer aux opérateurs et surtout d'expliquer aux privés, à ceux qui veulent agrandir leur maison, à ceux qui veulent créer quelque chose ou qui souhaitent vendre, ou aux lotisseurs. On voit chez les lotisseurs qui ont toujours fait sur un terrain des petits bouts comme ça, du découpage, qu'il y a d'autres solutions. Ces solutions, elles sont proposées, d'habitat groupé qui laisse la part belle au paysage. Et ça, je crois que peu à peu, ça rentre dans les mentalités. On a fait un travail aussi avec les équipes en les rencontrant pour essayer de leur montrer qu'il y a d'autres façons de faire, qu'on peut développer autant de mètres carrés, mais différemment, et en ayant une qualité après, à la fois de l'habitat et à la fois du regard porté sur l'habitat, et puis depuis la rue, mais depuis l'espace public, mais aussi depuis son propre habitat, qui est quand même beaucoup plus intéressante et attractive. Très bien. Je vous remercie toutes les deux. Je vous propose d'enchaîner sur le périurbain qu'on a évoqué en commençant, avec des invités qui ne sont pas tous urbanistes, vous allez le voir. D'abord Guillaume Duval, qui est rédacteur en chef d'Alternative économique. Aurélien Bélanger, l'écrivain Aurélien Bélanger. Certains d'entre vous ont peut-être lu son Grand Paris, qui est sorti en début d'année. Et puis, toujours la politique, c'est Alain Turby, le maire de Carmont-Blanc, s'il veut aussi nous rejoindre. Et puis, le paysagiste Michel Desvignes, pour nous amener un regard à la grande échelle. Bonjour Aurélien Bélanger.
Bonjour Alain Turby, allez, je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour Guillaume Duval, oui, vous mettez où vous voulez. Et donc on attend juste Michel Desvignes, il était là, il va revenir, il n'est pas loin, il était dans le débat des paysagistes juste avant. Alors, pourquoi est-ce que je parle du périurbain? En réalité, pour Agora, avec ce sujet du paysage, on a été interpellé par l'actualité et la question métropolitaine et un rapport du Conseil économique et social et environnemental national qui, dans son état de la France 2017, trace le paysage d'une France fracturée et dont les fractures sont en partie territorialisées, on les retrouve sur le territoire. Et vous avez peut-être eu vent de ces discussions. On a entendu encore récemment à la conférence des villes qu'a organisée l'association des maires des villes de France, France urbaine, le géographe Jacques Lévy parlait de la répartition des inégalités à l'intérieur même des métropoles. Bon, nous avons voulu vous proposer d'aller voir un petit peu ce qui se passe de plus près et pour en tirer évidemment des leçons sur l'aménagement métropolitain. Alors pour commencer, Guillaume Duval, vous avez accepté de venir, je l'ai dit, vous êtes le rédacteur en chef d'Alternative économique, mais vous êtes également membre du Conseil économique, social et environnemental depuis 2015, au titre de la protection de la nature et de l'environnement, ce qui vous donne un double regard. Vous êtes évidemment d'abord un économiste, c'est d'abord l'économiste peut-être que je vais interroger ici. La première question que je voudrais vous poser, ce rapport dont vous êtes dont vous êtes co-signataire est titré Réconcilier la France. Ça veut dire que votre point de départ, c'est un constat d'une dissension, d'une fracture quelque part. Moi, je voudrais partir de ce qui est dans l'air du temps, savoir cette question de la cohésion des territoires qui a amené le nouveau gouvernement à créer un ministère qui lui est dédié. On est vraiment, semble-t-il, on touche du doigt un sujet de pleine actualité. Essayons d'y voir plus clair. Donc avec vous, une des premières idées qu'on entend ressasser, c'est l'opposition métropole-ruralité. Alors d'abord, est-ce qu'il y a un fait métropolitain? Les métropoles capteraient toute la richesse. Est-ce que c'est une idée reçue? Bonjour et tout d'abord merci pour l'invitation, même si c'est toujours un petit peu embêtant de parler sur des sujets que le public connaît mieux que moi, mais pas sur l'économie, c'est vous qui allez nous apprendre quelque chose. D'accord, mais sur l'urbanisme. Non, on va pas donc vous effectivement, le débat est très vif, a été très vif ces dernières années. Vous avez entendu parler sans doute des thèses de Christophe Guillouis ou de Laurent Dabzy sur ces sujets-là. Ce qu'on constate quand on regarde les chiffres, c'est que au niveau à grande échelle, c'est-à-dire paradoxalement quand on regarde des grands territoires les uns à côté des autres, les inégalités entre les territoires en France ont plutôt eu tendance à se réduire au cours des dernières années, des dernières décennies même. C'est quand on le regarde à petite échelle, c'est-à-dire quand on regarde des petits territoires les uns à côté des autres, qu'on constate exactement l'inverse. C'est-à-dire que la ségrégation territoriale se fait de plus en plus à petite échelle, un quartier. Et donc c'est à l'intérieur des métropoles les plus riches et les plus dynamiques globalement qu'on trouve malgré tout aujourd'hui encore les zones les plus pauvres. Le département le plus pauvre de France, ça reste d'assez loin la Seine-Saint-Denis. C'est vrai qu'il y a des difficultés croissantes dans le rural et en particulier dans le nord-est de la France, dans les zones qui ont été très atteintes par la désindustrialisation et qui n'ont pas eu en substitution ce qu'il peut y avoir sur les côtes de l'ouest et du sud, c'est-à-dire de l'économie résidentielle, du tourisme, des retraités, etc., etc. Mais pour autant, les difficultés restent très importantes au sein des villes elles-mêmes. Alors sur les métropoles et sur la captation des richesses, oui, on constate bien qu'il y a un mouvement de métropolisation. Alors les chiffres sur le calcul du PIB par habitant en fonction des villes, etc., est un peu compliqué parce que ça dépend de ce que les boîtes déclarent comme valeur ajoutée dans les différents coins. Il y a un peu aussi de captation de rente par les sièges sociaux par rapport à leur filiales ailleurs. Mais oui, on constate bien que
que les 15 aires urbaines de plus de 500 000 habitants, elles ont aujourd'hui 85% des ingénieurs informatiques, 70% des gens qui bossent dans la recherche et développement, etc., alors qu'elles ne représentent que 40% de la population. Donc il y a bien une concentration énorme d'un certain nombre d'activités, en particulier d'activités qui sont liées à forte valeur ajoutée, qui sont liées aux choses qui bougent et qui avancent en ce moment. Ce qu'on constate par exemple, c'est que mais il y a un contraste entre l'évolution du PIB par habitant et l'évolution des revenus par habitant. Si on prend l'Île-de-France par exemple, elle pèse aujourd'hui 31% du PIB français et elle en pesait 27% en 1980. Mais en termes de revenus, ces habitants ne pèsent plus que 21,5% des revenus contre 25% des revenus en 80. C'est-à-dire que la redistribution des richesses, en particulier par la protection sociale, c'est pas tellement les subventions aux collectivités locales qui comptent à ce niveau-là, c'est surtout ce qui se passe au niveau de la protection sociale et des dépenses publiques en général. La redistribution des richesses a fait qu'il y a un mouvement inverse entre la création de richesses et sa concentration croissante dans les métropoles et plutôt un relativement faible niveau d'inégalité territoriale. En termes de revenus, si je comprends bien. En termes de revenus. C'est ça. Après, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a tout lieu effectivement d'être inquiet pour l'avenir si les projets se réalisent de fortes baisses du niveau des dépenses publiques. C'est gentil, mais il faudra expliquer ce qui se passe dans la Creuse et dans le Limousin si on baisse vraiment les dépenses publiques à des niveaux significatifs en France. Alors, vous mettez en avant, en particulier, 6 métropoles, 6 aires métropolitaines. Je les cite dans le rapport: Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, Marseille, Aix et Bordeaux. Oui. Donc, on est dans les aires métropolitaines qui tirent, vous dites, en particulier leur épingle du jeu. Oui, donc ce qui se passe aussi, mais on doit le constater dans cette région également, c'est que des villes moyennes ont, elles, de grandes difficultés. C'est-à-dire que c'est pas simplement le rural ou le périurbain, mais on rencontre aujourd'hui des très grandes difficultés dans des villes moyennes qui sont atteintes en particulier par les restructurations de l'État, la fermeture d'un certain nombre de services publics, la restructuration de l'organisation administrative, qui sont également atteintes, mais ça c'est vrai un peu partout, sur le plan commercial par la désaffection des centres-villes, du commerce en centre-ville et les grandes difficultés qu'ont entraîné les politiques françaises menées partout de développement de zones commerciales en périurbain. Donc là, oui, c'est vraiment quelques métropoles qui tirent leur épingle du jeu. C'est pas toutes les villes contre le rural ou le périurbain. Oui, pas toutes les métropoles. Non plus. Je vais pas citer celles qui sont exclues de votre liste. Oui, chacun pourra faire la différence en creux. Mais en revanche, ce qu'ajoute le rapport, c'est que c'est dans ces 6 métropoles qui se distinguent véritablement par leur réussite, dans laquelle est Bordeaux, donc la métropole bordelaise. Au sein de ces pôles se trouvent beaucoup des territoires les plus pauvres et les plus délaissés du pays. Oui, donc alors pour Bordeaux, je ne connais pas suffisamment précisément la situation, mais globalement, ça reste vrai, c'est-à-dire que dans tout le discours sur les métropoles et le périurbain ou le rural, donc le discours à la Guy Louis, je dirais, sur le problème, c'est aujourd'hui le périurbain ou le rural, c'est malheureusement pas vrai du tout. C'est-à-dire que on a toujours une concentration énorme de pauvreté au sein des métropoles les plus dynamiques et les plus riches, et en plus c'est de la pauvreté qui se redouble très souvent des problèmes de discrimination en fonction de l'origine ou de la couleur de peau, des problèmes de discrimination dans le logement, dans l'accès au travail, dans l'éducation. Donc on a un grand système éducatif qui est censé être égal pour tous, mais dont vous savez sans doute que c'est un de ceux qui reproduisent le plus les inégalités sociales de départ, et c'est vrai notamment au niveau territorial. Alors peut-être qu'on va commencer à y remédier, mais vous connaissez les problèmes. On met dans les zones les plus difficiles les jeunes profs qui sortent juste de l'école et pas les profs les plus expérimentés, etc., etc. Territorialement, ce que vous appelez le périurbain, c'est ce qui est hors des métropoles, selon vous, d'après votre définition, que je comprenne bien. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de périurbain dans la métropole bordelaise, c'est vrai qu'on a du mal à saisir les réalités et ce qu'elles recouvrent.
Le problème, c'est que le périurbain a tendance à s'étendre et à dépasser les frontières administratives y compris des communes, enfin des communes et des agglomérations. Ouais. Selon les chiffres de France Stratégie ou de l'INSEE, périurbain, c'est aussi à l'intérieur du périmètre des métropoles. Bien sûr. Oui. Non, mais... D'accord. Donc il y a une forme de territorialisation à ce moment-là. Quelle piste préconise le rapport pour aller à l'encontre? Parce que moi, je voulais au passage citer une phrase qui m'a impressionné dans ce rapport d'une des institutions de la République, quand même, le Conseil économique social. Cette analyse territorialisée est posée sur le fond d'un constat plutôt sombre, car les lignes de faille de la société française, les Français sont déçus des promesses non tenues de nombre de leurs institutions. Une part de plus en plus importante de la population française considère en effet que certaines d'entre elles, les institutions, les ignorent, les maltraitent, le mot employé par le rapport, voire ne les prennent pas du tout en compte. Si vous voulez, je pense que, par rapport à tout ça, donc un des gros problèmes en France, c'est pas tellement le niveau des dépenses publiques. On a des niveaux de dépenses publiques élevés, mais qui sont les mêmes que ceux des pays scandinaves qu'on nous cite très régulièrement en exemple. Par contre, on a un vrai problème qui est celui de l'efficacité de la dépense publique. Ce vrai problème, il est lié notamment à quelque chose que décrit assez bien un économiste que j'aime beaucoup, qui a jamais eu de prix Nobel parce qu'il n'a jamais fait d'équation, mais qui s'appelle Albert Ishman. C'est-à-dire que ce monsieur a fait un bouquin qui s'appelle Exit, Voice and Loyalty, qui dit, en gros, il y a deux modes d'interaction entre les êtres humains. Il y a l'exit, quand on n'est pas content, on va voir ailleurs, le café est mauvais, on va chez le voisin, au café d'à côté, etc. Ça, c'est le mode d'interaction, normalement, du marché concurrentiel. Et puis, vous avez la voice, quand vous n'êtes pas content, vous l'ouvrez, et c'est comme ça que vous changez ce qui vous déplaît. Le problème en France, c'est qu'on a un appareil d'État qui n'est pas très fait pour être très sensible à la voice, parce qu'il a été construit par des rois absolutistes pour mater leurs nobles, qu'il a été renforcé à la Révolution par des Jacobins qui l'ont emporté sur les Girondins, puis vraiment établi par un général qui s'appelait Napoléon Bonaparte, puis dans la dernière période réétabli par un autre général qui s'appelait Charles de Gaulle. Tout ça est dans une vision assez verticale, autoritaire, militaire, etc., etc. Et c'est pas très bien fait pour écouter, enfin répondre à ce que disent les gens et à ce qu'ils voudraient changer dans l'action publique. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est un problème ancien, profond, mais je pense que c'est un problème qui peut changer malgré tout. Bon, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a été élu sur une base de démocratie participative, de place pour la société civile, et ça n'a pas l'air de partir tout à fait dans cette direction-là pour l'instant. Mais je crois qu'on est dans un pays aujourd'hui où les gens sont beaucoup plus éduqués qu'il y a 50 ans. On est un des pays où l'effort d'éducation a été beaucoup plus important dans les 40 dernières années. On est mûr, je crois, pour avoir d'autres rapports entre l'État et les citoyens, et c'est vraiment ça l'enjeu. Ouais. Donc ce qu'on préconise, c'est notamment ça, d'avoir plus de démocratie participative vraiment, notamment au niveau des politiques sociales pour qu'elles soient plus efficaces. On a des politiques sociales qui sont de grande ampleur, on a des politiques de logement qui sont de grande ampleur, on a des services publics qui sont très importants, mais qui ne parviennent pas justement à combattre ces inégalités. Alors j'ai relevé aussi, on va en parler peut-être plus précisément avec des paysagistes, il y a le Conseil économique social met le doigt quand même sur les questions urbaines. J'ai trouvé des préconisations pour le développement de zones mixtes qui préservent l'activité agricole, forestière, mixée avec l'habitat, donc dans les couronnes des grandes métropoles. Si vous voulez, une des conclusions de ce rapport, mais c'est pas simplement dans celui-là, c'est dans d'autres, c'est quand même de dire une chose, c'est que un des obstacles majeurs au développement économique de la France au cours des 3 derniers siècles, ça a été le fait qu'on est resté un pays très rural, très peu dense, très peu peuplé par rapport à l'Allemagne ou au Royaume-Uni notamment. L'industrialisation a été très liée à l'urbanisation très dense de ces pays-là. Mais que ça pourrait devenir au contraire un atout au XXIe siècle, parce que une des ressources rares du XXIe siècle, ce sera forcément la terre agricole, parce que pour substituer
substituer aux produits, aux énergies fossiles, il faudra forcément utiliser davantage de produits d'origine agricole pour faire de la chimie verte, etc., etc. Donc le fait d'être resté plus rural, moins dense que les autres, c'est potentiellement un atout majeur, à condition toutefois qu'on ne laisse pas tomber ce rural. C'est-à-dire qu'un des risques du discours sur les métropoles, c'est aujourd'hui de dire, en fait, ce qui nous plombe dans la mondialisation, c'est que toutes ces métropoles, elles doivent faire vivre un tissu rural autour d'eux où il n'y a plus rien, où il n'y a plus personne. Si elles le laissaient tomber et qu'elles payaient moins d'impôts pour ça, ça irait sans doute mieux pour elles et elles s'en tireraient mieux dans la mondialisation. Donc c'est tout ça le discours sur les métropoles. C'est un discours sans doute dangereux, notamment parce que, en fait, un de nos atouts pour le futur, c'est justement ce qui n'est pas métropolitain et l'articulation entre ces métropoles et leur arrière-pays. Oui, qui commence dans la métropole. Alors ça, pour le coup, c'est moi qui vous le dis, mais c'est une des leçons d'Agora, c'est un débat bordelais, puisque le projet métropolitain que met en chantier Alain Juppé à l'horizon 2050 intègre cette question des périphéries et du maintien d'abord la viticulture et dans Bordeaux, dans la métropole bordelaise ici, bien évidemment, mais aussi beaucoup de nature. La moitié des espaces sont naturels. Donc construire une métropole demain, c'est peut-être partir de ces périphéries. C'est un peu la leçon qu'on a tirée des débats des jours précédents, qui va dans le sens tout à fait de ce que vous préconisez, ce que préconise en tout cas le Conseil économique et social, puisque votre rapport a été adopté en séance en mai, c'est ça ? Oui. À l'unanimité, voilà. Oui, c'est clair. Si les multinationales viennent s'installer quelque part et envoient des cadres, etc., c'est certes parce qu'il y a des bonnes infrastructures dans les villes, mais c'est aussi parce qu'il y a un environnement qui est agréable autour. Hein. Oui. Bon, alors il reste ce constat quand même de fractures actuelles qui font appel à l'action des élus locaux. Je voudrais me tourner vers Alain Turby, qui est maire d'une commune qu'on pourrait qualifier de périurbaine. Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut réparer le périurbain et que se concentrent là des difficultés sociales de population par rapport peut-être à celles du centre ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, d'abord, j'aimerais aussi vous remercier de m'inviter à m'exprimer sur ce sujet. Je suis le maire de Carbon-Blanc, donc, qui est cette commune qui a la particularité d'être la plus petite commune en superficie de Bordeaux Métropole. 3,86 km², elle se situe dans le cadran nord-est de l'agglomération. Et c'est vrai que lorsque nous sommes arrivés, lorsque j'avais fait campagne pour les municipales, dans le cadre de cette campagne, nous avons fait une campagne pour la métropole, en expliquant que nous venions en opposition avec l'ancienne majorité qui, elle, était plus tournée vers la ruralité, de par l'histoire de ce territoire. C'était un peu le choix qui avait été un peu opposé. Et je crois qu'à partir du moment où la population nous a donné quitus pour prendre la gestion de cette commune, c'est que quelque part c'était un choix qui était voulu, de se tourner vers les réalités métropolitaines. Aujourd'hui, si on regarde un peu ce qui se passe sur ce territoire, pour expliquer un petit peu pourquoi je pense qu'il est effectivement nécessaire de faire le focus sur ce périurbain, eh bien, 86% de sa population active travaille en dehors de cette commune et 70% à Bordeaux même. Donc, ça rejoint la question de la mobilité. Vous voyez très bien le pont, les différents ponts saturés le matin lorsqu'il y a besoin de desservir la rive gauche. Donc, il y a un certain nombre de sujets qui nous ont été rapidement amenés, notamment la reconquête entre guillemets économique, c'est-à-dire attirer à nouveau les entreprises pour qu'elles viennent s'installer sur le territoire de cette commune. Donc c'est pour ça que nous avons fait le choix de travailler, alors on le fait d'ailleurs avec l'ensemble des villes de la rive droite, sur l'idée d'un projet urbain qui dépasserait les frontières communales, de façon à essayer de structurer au mieux nos différents centres-bourgs pour l'accueil des activités économiques, pour reconcentrer l'activité économique sur ces territoires. Donc, il y a ce premier volet. Le deuxième volet... Oui, une de vos pistes, c'est de ne pas rester dans une vocation uniquement résidentielle, et peut-être dans des formes urbaines dont on parlera, y compris dans leur vécu, avec Aurélien Bélanger, dans leur forme paysagère avec Michel Desvignes. C'est ça. La première chose, c'est de sortir d'un enfermement dans une fonction. Tout à fait. Quand nous sommes arrivés, nous avons confié donc à Michel Larucharlu, qui pilote la direction de l'aménagement à Bordeaux Métropole, le travail de nous accompagner dans cette démarche. Donc on a pris des architectes bien connus, mais plutôt extérieurs au territoire, Jamel Clouche, Christophe Gauthier, mais aussi la paysagiste Sabine Aristoy, qui ont
travaillé sur l'identité. Alors ça m'a amusé tout à l'heure, j'ai entendu qu'au Codéran, on avait identifié une identité qui était celle de la ville-jardin. Eh bien, on a trouvé la même identité pour Carbon-Blanc. Comme quoi, il y a quand même un certain nombre de porosités entre nos territoires. Mais ça, c'est là, avant l'arrivée des activités économiques. Pour le moment, c'est pas proposé à Codéran. Mais bon. Mais je pense que malgré tout, cette question de l'activité économique est vraiment essentielle. Vraiment. Parce que vous parlez du périurbain. Je vous rappellerai quand même que juste derrière les frontières métropolitaines, il se passe souvent cette hyper-attractivité économique due aux situations fiscales en dehors du périmètre métropolitain. Et donc, je prends le cas qui nous concerne. Vous avez la commune de Sainte-Eulalie qui est à côté, qui est en pleine expansion économique avec des enseignes qui s'installent sans aucune réserve. Et sur le territoire de Carbon-Blanc, nous luttons pour attirer les entreprises. Donc, il y a effectivement tout un travail à mener pour développer cette attractivité. Oui. Et alors, d'un point de vue d'urbanisme, donc vous êtes en cours de travail, en cours de réflexion. Bon, on l'évoquera tout à l'heure avec Michel Lévin, je pense, parce qu'en effet, la question, c'est celle de l'unité de traitement dans une échelle métropolitaine. Les fractures, elles peuvent être aussi paysagères et urbanistiques. Elle est paysagère urbanistique et je crois que l'un des éléments, et c'est d'ailleurs ce qui est ressorti de notre première étude du projet urbain, elle s'articule souvent autour des équipements publics. Puisque nous sommes dans cette ère de la métropolisation et de la mutualisation avec Bordeaux Métropole, il apparaît que nos équipements publics, qui en plus sur notre territoire à nous étant particulièrement vieillissants, eh bien, sont aussi des éléments structurants de territoire. C'est ce qui détermine aussi les foyers de population. Le fait de positionner un stade à un endroit, le fait de positionner une école à un endroit, eh bien forcément ça structure le territoire. Eh bien, quand vous prenez une population comme Carbon-Blanc qui a grandi de plus de 1000 habitants en une année, c'est-à-dire plus de 12,5% d'augmentation de la population en une année, eh bien vous avez un impact non négligeable de cette augmentation de la population sur l'utilisation des espaces publics. Et donc, le fait de structurer le projet urbain autour des équipements publics est aussi un élément révélateur de l'identité du territoire. Est-ce que vous diriez, comme un géographe vient de le dire récemment, que à Carbon-Blanc, donc, puisqu'il parlait du périurbain, en fait, les revenus sont en moyenne plutôt supérieurs à ceux du centre-ville ? Socialement, Carbon-Blanc. Alors, oui, c'est le cas aujourd'hui, mais c'est en train de changer. J'avais assisté à une étude démographique présentée par les services métropolitains en la matière, qui était assez enrichissante. On constatait en fait que de plus en plus, il y avait une mobilité de personnes qui, notamment sur du locatif, quittaient l'hypercentre pour rejoindre ces villes périurbaines. Et en l'occurrence, on montrait bien que parfois il y avait une porosité entre Carbon-Blanc et, enfin plutôt entre le quartier Saint-Michel ou le quartier de Bacalan et les nouveaux arrivants sur Carbon-Blanc. Un début de mixité sociale, c'est ça que vous nous dites ? Tout à fait. Tout à fait. Okay. Alors bon, je voudrais qu'on avance pour voir un petit peu comment ça se présente dans le paysage vécu. Et notamment avec vous, Aurélien Bélanger, vous êtes écrivain. Alors voilà, Agora, on aime bien aussi faire venir des écrivains, le confronter à des économistes, des élus et des paysagistes. On l'a fait l'année dernière avec Jean-Philippe Toussaint. J'allais dire que votre terrain, c'est presque la banlieue, parce que, enfin, c'est ce qu'on a dit en tout cas. Votre dernier livre, Le Grand Paris, on a dit que peut-être c'était l'invention d'une littérature banlieusarde, encore que le terme vous convienne pas forcément. Mais vous y décrivez le parcours qu'on a qualifié de balsacien, peut-être à tort aussi, vous nous direz, mais parce que c'est l'itinéraire une sorte de Rastignac à l'envers qui parle de la banlieue ouest, puis qui finit par découvrir, être transformé par sa découverte de la banlieue est de Paris, la Seine-Saint-Denis, pour pas la nommer notamment, mais pas seulement. Après tout un passage dans les arcanes du pouvoir, il est urbaniste. C'est aussi un lien peut-être avec Agora, votre héros. Il travaille au service d'un personnage politique que vous appelez le Prince, qui arrive à la présidence de la République en 2007 et qui a l'idée de lancer le Grand Paris. Et je vous cite, parce qu'au passage vous dites, voilà, avec cette vision du Grand Paris, il existait une droite enfin, comme vision du monde, et non plus comme simple façon de rassurer le bourgeois. Donc voilà, ça c'est le contexte dans lequel votre personnage évolue. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'ensuite, c'est en banlieue que sa personnalité se révèle et qu'il trouve en quelque sorte son accomplissement. Alors la banlieue, c'est récurrent un peu dont vous parlez. Vos livres décrivent souvent l'aménagement du territoire. C'est le titre d'ailleurs du livre précédent, sur un autre sujet. Donc la banlieue, pour vous,
vous la voyez comment ? D'un point de vue personnel, moi j'ai grandi dans une cité pavillonnaire dortoir de l'Essonne au sud de Paris, et donc pour moi l'expérience urbaine elle est très simple, c'est la grande tranchée lumineuse de l'autoroute A6 qui remontait vers Paris. Et finalement je me rends compte que mon expérience urbaine c'était pas tant ce qu'on allait à Paris, c'était pas tant l'arrivée, l'expérience urbaine totale elle était sur cette autoroute A6 qui sont vraiment mes Champs-Élysées à moi, c'est vraiment le lieu d'urbanisme, parce qu'en fait j'habitais vraiment à la frontière, et c'est encore frappant aujourd'hui, entre les champs du Gâtinais et de la Beauce qui s'arrêtaient net et commençait à partir de ma ville, une ville discontinue comme ça jusqu'à Paris. Donc j'avais vraiment 40 kilomètres exactement de ville. Donc la ville, elle a finalement, j'aurais bien aimé croire que c'est que Paris, mais la ville c'était cette espèce de grand ruban bizarre avec des murs anti-bruit, avec des tours et puis un paysage extrêmement intriguant avec de temps en temps des boules sphériques au-dessus des lignes haute tension qui signalaient le passage d'Orly, etc. Donc il y a toutes ces choses. L'autre chose, c'est une citation que j'ai attribuée dans mon livre à Nicolas Sarkozy. C'est vraiment complètement fantaisiste. Mais je me dis bon, quand même, Nicolas Sarkozy il vient pas de Paris, il vient de ce qu'on appelle la banlieue ouest, la banlieue chic de Paris. Et à un moment, il décide d'aller parler au peuple. Il le fait doublement, il décide d'aller un petit peu rassurer ce que j'appelle dans mon bouquin la France TF1, c'est-à-dire la France qui se barricade derrière des volets roulants le soir et regarde des émissions de télé-réalité qui sortent comme ça par lumière bleutée par ces Velux. Vous appelez ça la France moche? La France, disons une France un petit peu qui a un peu peur et qui aime bien regarder des émissions qui font peur, qui sont justement les émissions de l'avènement de ce personnage politique, qui sont des émissions de seconde partie de soirée qui racontent un peu le quotidien de la BAC à Aubervilliers, quoi, ce genre de choses. Et mais malgré tout, il y avait aussi cette idée de, comme c'était un président qui était authentiquement populiste, je vais vraiment aller chercher la classe populaire où elle se trouve, et on a vu que les excellents résultats, alors ça n'a pas bien marché pour lui ensuite, mais on a vu les excellents résultats de la droite au municipal dans le 93, où des grands bastions de la banlieue rouge comme Aulnay-sous-Bois, etc. sont tombés à l'UMP en fait. Et donc il y a eu ce génie de triangulation chez Nicolas Sarkozy avec tout un jeu, c'est pas le sujet, tout un jeu avec l'islam de France, etc. Tout un jeu de triangulation d'aller chercher vraiment les nouveaux banlieusards. Et en fait on se retrouve finalement à un moment où pour lui, pour son imaginaire et pour l'imaginaire de mon personnage, Paris c'est juste une dialectique entre banlieue ouest, banlieue est, qui se détestent, etc. mais qui se fabrique. Et cette espèce de machin au milieu n'a pas grand intérêt en fait. Cette espèce de triangle d'or, le lieu du pouvoir, le lieu où est l'argent, oui mais c'est de l'argent dormant, c'est des vieux bourgeois, c'est des rentiers, c'est des nantis. Je pense que c'était vraiment, en tout cas lui tel que je le représente dans mon bouquin, c'était vraiment son habitus d'arriviste bourgeois déclassé qui veut se refaire et qui va se refaire comme ça en se disant tiens je vais m'aider de ce nouveau déclassé que sont les descendants d'immigrés de la banlieue. Donc voilà. Donc je voulais raconter que en tout cas il était possible, pour faire très bref, il était possible de raconter une histoire du Grand Paris en faisant de Paris un personnage secondaire et de dire que ça pouvait être interne de banlieue à banlieue. Oui, ce que j'allais dire, c'est que quelque part, ça vous parle, ce que vous venez de décrire de ce que Sarkozy a fait comme renversement, quelque part, il faudrait peut-être regarder ces territoires avec leur qualité, dont vous avez commencé par nous parler, c'était vos Champs-Élysées à vous. Mais moi, j'ai eu un petit degré de compréhension, c'est une anecdote assez amusante, c'est le grand clip un petit peu qui est sorti et qui a un peu impressionné les gens en 2007, donc grandes années sarkoziennes. C'était le clip de Stress de Justice qui déroulait une grammaire extrêmement connue du rapport entre périphérie et banlieue. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce clip. C'était une bande de jeunes cagoulés qui descendaient à Paris, qui arrivaient dans le métro, qui cassaient la gueule à des gens et qui repartaient. Voilà. Et c'était très bien fait cinématographiquement. Politiquement, c'était très douteux, mais il y avait un côté, voilà, c'est ça la banlieue. Finalement, NTM, c'était ça aussi. C'était Paris sous les bombes, etc. C'était on va vous attaquer de la Seine-Saint-Denis. Enfin voilà, un jeu extrêmement, on va dire. Un peu crypto-médiéval comme ça, de les gueux de la périphérie vont attaquer le centre. Et en voyant le clip de Onizuka, cette espèce de très long clip un peu rêveur, bon alors il y en a quelques-uns qui se passent dans la banlieue de Naples, mais il y en a quelques-uns qui se passent typiquement en Essonne, paysage que je connais bien. Les voitures dans les rues, c'est des vieilles Twingo, les pôles emploi, c'est des bâtiments à 2 étages plutôt moches, en architecture préfabriquée, post-brutaliste, vraiment, tout est moche.
tout est moche, Paris n'est pas représenté, et ça fait sens. Et ça fait sens, c'est-à-dire, d'un coup, c'est la première fois que je voyais cette mocheté représentée donc par les rappeurs de PNL de façon esthétique, et pas du tout au sens esthétique de c'est beau, mais c'est esthétique au sens de ça fait monde, c'est là où on habite, on n'habite pas là par rapport à vous qui habitez ailleurs, on habite là. Et d'un coup, cette espèce d'énorme espace métropolitain qui se trouvait aussi, moi ça m'arrangeait, à peu près l'espace du Grand Paris, même si le Grand Paris est quand même un tout petit peu trop proche des murs du périphérique, mais bon, on est dans cette espèce, en tout cas ce qui est intéressant avec le Grand Paris, c'est que c'est un anneau tangentiel qui ne touche pas Paris ou seulement par les extrémités des lignes de métro, et qui fait communiquer la banlieue avec la banlieue. Étant entendu que le grand échec urbanistique que déplorent les Parisiens, entre guillemets, authentiques, des Halles, c'est d'avoir fait cette espèce de geyser permanent d'horribles banlieusards aux portes du Louvre, qu'ils ont détesté. Et derrière tous les débats sur les Halles, on voit que c'est ça. C'était juste, en soi, c'était génial. Pour le coup, très jacobin, vraiment faire revenir le tour pour le faire rejaillir au centre. Bon, on évite tous ces problèmes avec le Grand Paris. On va juste faire communiquer Choisy-le-Roi avec Nanterre et voir si ça marche. En direct, oui, sans passer. C'est une vraie utopie. C'est une vraie utopie banlieusarde en fait. Oui. Et ces gens, vous dites, ne souhaitent même plus être appelés Parisiens. Ils revendiquent leur statut. Bah, en tout cas, c'est le défi, parce qu'a priori, il y a de telles résistances que on refera pas la réforme du barreau Haussmann, où à un moment. Ouais. Ménilmontant cesse d'être un village et Ménilmontant devient Paris. Donc a priori Levallois restera Levallois et Montrouge restera Montrouge. Néanmoins, je trouve qu'il commence à exister de plus en plus parce que probablement c'est juste un truc générationnel. Avant, ces gens habitaient pas là, etc. Parce que les grandes banlieues du périurbain, c'est vraiment la queue de comète. Enfin moi, celle que j'ai connue à la fin des années 70, début des années 80, c'est vraiment la queue de comète de l'exode rural. C'est la toute fin de l'exode rural. Donc on est sur des premières générations de banlieusards, des deuxièmes générations de banlieusards, des gens qui sont pas d'ici, mais qui finissent par se revendiquer d'ici. Moi d'ailleurs, c'est assez frappant. J'étais encore confronté dans le village où j'ai grandi en Essonne, il y avait encore des banlieusards authentiques qui n'étaient pas des banlieusards parce que c'était avant, mais il y avait encore il y avait encore en gros quelques agriculteurs qui traînaient là autour de mon lycée. Ouais. Ce qui est fini, parce que là, cette France de la banlieue, moi j'aime bien vos mots. Évidemment, vous n'allez pas nous les citer. Moi, je suis là pour vous les lire. Vous décrivez cette France de la banlieue, c'est celle des petits propriétaires, des jardins grillagés et des chiens agressifs, la France du plastique et des hypermarchés, qui pendait en décembre des mannequins du Père Noël à ses gouttières, qui achetait l'été des piscines autoportantes et laissait blanchir les jeux d'enfants sur ses petites terrasses. C'était la France moche des émissions de télé-réalité. Voilà, la France de ceux qui n'allaient pas très bien, qui comptaient sur la télé pour aller un peu mieux. Mais vous en parlez, je trouve, avec tellement d'affection. À un moment, j'étais très optimiste parce que, partant de mon expérience pavillonnaire, on était vraiment sur de la monoculture céréalière Bosseronne, et d'un coup, les gens vont passer leur week-end chez Truffaut pour acheter des plantes, et d'un coup, d'un point de vue biodiversité, ça a été complètement explosif. J'en suis un petit peu revenu en fait parce que j'ai fini par comprendre que la puissance de Jardiland et de Castorama sur l'imaginaire des gens. Aujourd'hui, les gens qui vivaient encore un peu à la campagne quand ils avaient une petite parcelle autour de leur pavillon, aujourd'hui, les barbecues sont les barbecues à gaz. Aujourd'hui, ils ont tous des grosses tondeuses, etc. Aujourd'hui, j'ai découvert l'existence de cet objet qui est vraiment très nouveau, qui a 2-3 ans. C'est des auvents pour protéger les voitures. Avant, où on faisait des sortes d'appentis en bois, maintenant c'est des sortes de auvents avec une bâche en plastique tendue. On a vu que tous les jardins systématiquement ont des trampolines, tous les jardins ont des piscines. Il y a un coût carbone qui est complètement monstrueux, etc. Et donc là où on pensait que les gens allaient quand même reproduire une vie un petit peu campagnarde, ils se retrouvent en fait à surconsommer du plastique. Et aujourd'hui, c'est moi, habitant des centres-villes, qui a un assez bon niveau de basse consommation carbone. Donc on se retrouve avec c'est dommage. J'ai cru, par rapport à ce que vous disiez, effectivement, j'ai cru qu'on allait pouvoir fabriquer quelque chose, mais pour le coup, il faut vraiment débrancher Jardiland et Castorama, qui font vraiment un mal fou, ne serait-ce d'ailleurs qu'en termes d'endettement ou de surconsommation. Les gens qui ont un pavillon, enfin ça a été bien montré par plein de gens, mais les gens qui ont un pavillon non seulement surconsomment du transport et surconsomment de l'essence parce qu'ils habitent loin, mais surconsomment aussi des objets aussi stupides que les Père Noël qu'on pend, qui sont des choses, enfin il y a une sorte de cycle accéléré du plastique. Moi je me souviens qu'une bassine en plastique, à mon époque, ça durait une quarantaine d'années. Aujourd'hui, j'ai moins de 40 ans, mais elles étaient vieilles quand je les ai connues. Aujourd'hui, le cycle du plastique est devenu complètement fou, et est devenu fou dans ces endroits. Donc il faut faire, il y a des solutions, je sais pas, de type semi-groupé, etc., qui habitent, mais en tout cas, on a rendu
Bon, malgré tout, c'est une machine à rendre les gens fous. Après, il y a aussi un autre truc, moi j'ai bien connu, c'est que et que je connais maintenant en tant que jeune père, c'est que quitter centre-ville pour aller vivre dans une zone l'urbanisme plus desserré, c'est quelque chose qu'on a envie d'offrir à ses enfants jusqu'à ce qu'ils aient 12 ans, mais pour avoir été adolescent dans une zone périurbaine, je ne le ferai pas parce que je ne veux pas leur infliger ça à 12 ans. Donc il y a un petit problème à gérer qui est comment, alors est-ce qu'on va le gérer par le retour du pensionnat, ça peut être une solution, mais comment est-ce qu'on va gérer les abominables adolescences de ces gens qui attendent, moi c'est ce que j'ai fait pendant toute mon adolescence, j'ai tourné dans des zones pavillonnaires en attendant d'avoir mon permis de conduire, quoi. C'est un côté un petit peu triste là-dessus. Ouais, un petit peu rat en cage. Alors, si je comprends bien quand même, malgré toute cette affection que vous portez sur ce paysage de banlieue, on dit périurbain, c'est plus technique, mais dans lequel vous avez grandi, malgré tout vous avez le sentiment qu'il faut y apporter quand même une action, il y a une réparation à faire quelque part. Alors vous parlez plutôt de mécanismes à enrayer que de réparation proprement dite, mais c'est quand même des paysages qui sont complètement en rupture avec non seulement le centre, mais la première couronne. On parlait des villes-jardins de première couronne, il y en a plein autour de Paris aussi. Après, déjà, il y a quelque chose... alors, il faut voir un peu comment c'est les normes urbanistiques, parce que souvent, dans les zones pavillonnaires, elles sont assez strictes et on laisse pas les gens très libres, mais pour m'être baladé, que ce soit à Pavillon-sous-Bois ou à Vélizy, dans des zones pavillonnaires qui ont à peu près un demi-siècle, c'est très beau. Enfin, c'est complètement, c'est détestable d'un point de vue architectural, mais voilà, ça a été complètement refabriqué. On a refabriqué du danse-fou, des garages au-dessus de vérandas. C'est extrêmement kitsch. Ça a tous les défauts du kitsch, mais c'est extrêmement vivant et ça marche bien. Et puis les arbres sont devenus grands. Le problème, c'est qu'on fabrique des conservatoires un peu stricts. Donc il y a cet aspect il faut toujours un tout petit peu faire vieillir les choses pour pouvoir. En général, bon. Après, on se retrouve aussi avec un pavillonnaire qui vieillit très mal, commence à poindre l'idée que les grands plans Marshall de la banlieue, c'est plus de casser des tours à Vaux-en-Velin, mais ce serait d'aller détruire du pavillonnaire qui fait beaucoup de mal aux villes parce que ça coûte très très cher d'aller apporter de l'eau courante dans un endroit et que même s'il y a une maison, ça coûte aussi cher que s'il y en a 15, etc. Bon, ça c'est une question émergente, sauf que ça va être pédagogiquement très compliqué d'expliquer aux gens que la prunelle de leurs yeux ne vaut rien en fait, et même une machine à les appauvrir. Ouais. Donc, bon, voilà, faut être assez malin sur ce coup parce que faut pas être trop arrogant effectivement sur c'est moche, mais c'est une mocheté consentie. Et malgré tout, le moche qui est chez soi n'est pas moche. En fait, personne n'a la conscience d'habiter dans un pavillon moche. Le pavillon, il est moche parce que c'est le pavillon de son voisin. Le sien est toujours beau. Voilà, donc il faut faire des arbitrages assez fins. Ouais. Ouais. Alors intervenir, Michel Desvignes, quel est votre regard, vous, sur cette diversité des mondes urbains? C'est un peu votre démarche, c'est de tisser le lien. Alors vous le faites beaucoup en analysant et en défendant l'idée de grandes structures végétales qui feraient le lien justement entre les centres, les premières couronnes, les pavillons un peu éloignés et puis les zones un peu plus lâches où on se mixe avec des terres agricoles, il en reste, et des forêts. Quel est votre regard à vous sur ce besoin ou pas de réparer le périurbain? Alors, je veux dire qu'on a, dans notre profession, nous avons quand même l'exemple des... Oui, je ne l'ai pas dit, vous êtes paysagiste, oui, Michel. Oui, je suis paysagiste, et il semble que ce soit un peu le thème de cette agora. De cette agora. Et en effet, nous avons des références historiques extrêmement stimulantes, notamment, pardon, excusez-moi, j'ai une voix totalement éraillée aujourd'hui, la fin du 19e siècle montre comment les systèmes de parcs américains ont accompagné, lors de la période industrielle, le développement des villes. Ces structures sont d'immenses charpentes qui font parfois 30 km de long, qui lient véritablement tout un ensemble de quartiers en eux, qui constituent des lignes d'horizon communes et qui sont, me semble-t-il, un espace public remarquable à l'échelle du développement des villes du XXe siècle. En Europe, 2 guerres mondiales ont fait que cette histoire s'est rompue et que les reconstructions ont eu d'autres priorités. Peut-être certaines villes nouvelles ont voulu amorcer ces supports à leur développement, mais principalement, il nous apparaît qu'au XXe siècle, l'espace public n'a pas été construit à la taille du développement urbain, au point qu'on est peut-être obsédé par les 20% de centres historiques et que les 80% autour se sont faits sans que jamais une structure physique ne soit tout à fait conçue. Alors aujourd'hui, la métropolisation a un côté réjouissant puisque toutes les métropoles
Donc ça peut être un défaut, je ne sais pas, mais se sont dotés en tout cas d'une vision à long terme, se sont dotés de projets qui incluent des structures paysagères. C'est tout à fait réjouissant et en même temps très inquiétant parce qu'il y a une dimension velléitaire. Ce sont des opérations de très longue durée, de réparation. Nous ne sommes pas en train de construire ces villes, mais de les transformer. Nous le faisions. Je regarde Alexandre Chemetov, évidemment. C'est notre métier, mais ça a pris avec cette métropolisation une ambition que peut-être nous ne nous autorisions pas. Pour autant, cette dimension velléitaire, moi, m'inquiète. C'est-à-dire que je vois bien que la rentabilité politique, même peut-être, de ces transformations n'est pas évidente, ne va pas de soi, et qu'il y a de fortes chances que ces projets-là restent à l'état d'exposition. Alors du coup, je voulais, moi, plus modestement, montrer une contribution beaucoup plus précise. Ah oui, alors c'est le deuxième, le fichier 2 de slide, si on peut nous les envoyer depuis la régie, oui. Mais au fond, je voulais montrer, il se trouve que Rémi Cambeau en est un des auteurs, puisque c'est lui qui a rédigé l'ensemble des textes, d'une charte que nous avons faite pour la ville de Bordeaux en 2004. Tiens, si on peut avoir les images. Oui, vas-y, ça va venir. Non, voilà, ça va venir. Attends, et tu peux continuer à parler, vas-y. La ville de Bordeaux ça fera rien. La ville de Bordeaux est très grande, son étalement sérieux, et l'adjointe à l'urbanisme en 2004, Madame Vignier, est venue nous rencontrer en imaginant que justement le problème de la cohérence des espaces publics bordelais était posé. Et je vais leur dire. Donc tant pis, même sans image, finalement, ça marchera très bien. La question posée étant, peut-on donner une cohérence à l'ensemble de ces espaces publics qui sont considérables, puisque je crois que la commune de Bordeaux fait plus de 10 km d'étendue, enfin, dans les dimensions qui nous concernaient. Alors, si les images arrivent, ça m'aidera, mais quand même, je peux le dire. L'intérêt de cette démarche, c'est que justement, nous ne prétendions pas faire un dessin. Ce dessin, d'ailleurs, existait. Mais plutôt, c'est une démarche qui a duré longtemps avec les services qui, je l'espère, est toujours à l'œuvre, où tout se passait à partir de prototypes. C'est-à-dire que ce que je propose est de vous montrer presque une sorte de mini-évaluation de ce qui a été fait en plus de 10 ans. Alors, la proposition immédiate a été d'imaginer que nous devions travailler à partir de prototypes et que seuls ces prototypes réalisés auraient autorité pour dicter un certain nombre de principes généralisables. Et en effet, avec les services de la ville, un certain nombre de prototypes ont été élaborés. Vous verrez qu'il y a eu quelques conséquences. Alors, je montre furtivement quelques exemples. D'ailleurs, je me pose la question. J'ai peur que cet ouvrage ait disparu. C'est-à-dire, pendant longtemps, cette charte a été donnée à tous les acteurs de cette grande ville. Je ne suis plus tout à fait sûr qu'il n'y ait pas une forme d'amnésie et que peut-être quelques tiroirs en aient retenu un certain nombre. Donc, elle définissait une structure végétale à l'échelle de la métropole bordelaise, c'est bien ça? Oui, et des procédures. C'est-à-dire, que peut-on faire avec? Justement, faire une charte réglementaire était hors de mes compétences et de mon intérêt. On redoutait que finalement ça ne serve à rien, que ce soit rébarbatif et tout à fait stérile. À l'inverse, je suis convaincu que ça n'a de sens que si c'est dans l'objectif d'avoir des interventions physiques. Et nous proposions par exemple, ça c'est quelques exemples que je vous montre, vous verrez furtivement, je ne sais pas si j'ai un laser, peut-être pas, non, une grille rouge sur le deuxième dessin en partant du haut à droite. C'est un peu petit, Michel, on verra pas tout ça, mais... À l'évidence, il était pensé que le parc des Jalles était une chose qui devait advenir et que toute intervention qui arriverait dans le nord de Bordeaux devait impérativement s'accompagner de la transformation du réseau des Jalles et du paysage qui les accompagne. Pas plus que ça. Oui, mais ça c'est en train d'être fait. On en a parlé hier, effectivement. Ça cadre bien les choses. Et on montre, par exemple, que aujourd'hui, ce parc des Jalles est principalement constitué de gigantesques parkings et que ces parkings pouvaient avantageusement être transformés pour préparer leur propre transformation urbaine. Et justement, en termes de prototype, nous avions transformé un de ces parkings pour voir comment des plantations temporaires pourraient requalifier l'entrée sud du jardin botanique. Et en même temps, il se trouve que le stade est arrivé sur ce terrain. Et que du coup, nous avons été amenés, ça a peut-être été moins vu que le stade lui-même,
mais en effet à reconfigurer totalement les Jalles et le paysage qui les accompagne. Donc c'est une chose qui est à l'œuvre, qui se tisse et qui participe, me semble-t-il, de cette charte qui était relativement novatrice, puisqu'elle a précédé ces projets métropolitains. Je continue très vite, donc ces Jalles reconstituées. Et puis, avec les villes de nouveau, la gestion de l'ensemble des arbres de cette grande ville. Je crois qu'un carré fait 1 kilomètre de côté ou 500 mètres, je n'arrive plus à voir ici. En tout cas, tout c'est gigantesque. Il y a eu un recensement de l'ensemble des arbres et tout ce qui est rouge correspond à des plantations nouvelles. Et en effet, ces structures faisant du lien sont fondamentales. Et j'en viens au prototype le plus important. Quand vous considérez le rouge qui suit le fleuve, lorsque nous l'envisagions en 2004, il était absolument gigantesque. Et en effet atteint une dimension géographique, de géographie naturelle, et atteint cette échelle métropolitaine que l'on évoque. Et justement, on voit là comment, à partir d'un prototype, puisque dans le cadre du plan Garonne, il avait été imaginé que la rive droite pouvait faire l'objet d'une réflexion. Je crois que nous avons convaincu Alain Juppé à l'époque d'en faire un parc. Michel Carajou était l'une des personnes qui a largement œuvré pour convaincre, je crois, tout le monde de cette nécessité. Et vous voyez comment l'existant en 2004 en termes de structure végétale au centre-ville consistait principalement en un peu de parc et le jardin botanique, pardon, je confondais avec le parc floral tout à l'heure. Et à l'inverse, nous envisagions cette immense plantation suivant le fleuve pour atteindre l'échelle géographique. Et on peut se réjouir, et évidemment que ce lien est fondamental. Que chacun dans cette ville se sente appartenir à cette géographie naturelle, à cette ligne d'horizon commune, est fondamental. Et finalement, ça a donné lieu à ce parc aux Angéliques, toujours en projet, toujours en construction. Lentement, on le déplore, mais tout de même, un vrai projet. Voilà comment cette charte a eu cette influence sur le grand territoire. Je vais un peu vite. Des prototypes, des réalisations, et déjà une trentaine d'hectares réalisés tout de même, mais qui ne sont rien, vous l'imaginez, par rapport à cette très grande vision métropolitaine, qui continue, par exemple, avec tous les abords. Chaque fois que l'opportunité nous est donnée, cette charte nous permet toujours de continuer cette construction. Jusqu'à aujourd'hui, se poser des problèmes, effectivement, qui dépassent la ville de Bordeaux, comme ici à Mérignac, où, avec Rem Koolhaas, l'agence OMA, nous nous interrogeons sur Mérignac-Soleil, sur le comment transformer ces lieux que vous citiez, que vous décriviez, en lieux habitables aujourd'hui. Alors, retrouver des grandes structures végétales dont vous nous avez expliqué qu'elles peuvent tenir les métropoles et leurs différents quartiers, leurs différentes ambiances, les différentes populations dont nous avons parlé précédemment, notamment avec Aurélien Bélanger. J'ai retenu là de vos premières phrases tout à l'heure de réaction que vous estimez que c'est difficile, que beaucoup de projets sont dessinés, qui cherchent à mettre en cohérence de grandes visions métropolitaines, je dirais cohérentes. Hein, excusez-moi, deux fois la même chose, mais que c'est difficile à mettre en œuvre. Vous heurtez à quoi? Alors, effectivement, c'est une évaluation qui est à faire. Et nous essayons de faire cette évaluation avec François Fromonneau dans le cadre d'un livre justement à propos de projets de grands territoires. Et au fond, je crois qu'on aura tous de la peine à montrer de grandes structures réalisées depuis 20 ans, convaincantes sur nos territoires. Oui, pour donner de l'unité au territoire. Je crois que tout le monde a ce désir d'unité, tout le monde a ce désir de cohérence. Nous ne parvenons pas à donner de la cohérence. C'est vrai de la réalisation des structures paysagères, c'est, me semble-t-il, tout aussi vrai de la cohérence urbanistique. Malgré une véritable volonté affichée, j'observe que peut-être nos machines administratives, immanquablement, produisent une diversité de quartiers, un zoning qu'on ne suspecte pas et qui pourtant advient en permanence, une diversité d'espaces publics tout aussi grande. J'ai l'impression que les machines, les modes opératoires, immanquablement, nous font échapper à la véritable cohérence physique que pourtant tous désirent. Au point d'ailleurs que récemment, Alain Juppé a fabriqué cette instance qui s'appelle l'Atelier Garonne, où nous essayons tous, tout de même, de voir si cette cohérence existe ou pas sur cette façade que nous avons en face de nous. Et il me semble que c'est très complexe, que les machines, encore une fois, immanquablement produisent cette absence de cohérence. Comme si et alors pour ce qui est du paysage,
ces structures que nous voulons et que nous observons partout, nous ne parvenons pas tout à fait à les mettre en œuvre. J'invite tous ceux capables de le faire à faire un inventaire de ce qui est réellement construit à grande échelle, qui serait convaincant, à une échelle significative. Alors continuons. Une petite réaction peut-être d'abord de Guillaume Duval. Alors le non-urbaniste que vous êtes, vous avez entendu parler beaucoup d'urbanisme, de mode de vie. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Donc simplement quelques éléments chiffrés. C'est vrai que par rapport à la dimension pavillonnaire et banlieusarde, les Français ne le savent pas sans doute en général, mais on est parmi les plus américains au monde. C'est-à-dire que un Français occupe au sol 1,5 fois plus de territoire qu'un Allemand, qu'un Anglais, qu'un Italien, en termes d'artificialisation des sols, parce que nous avons fait ce choix collectif de zones pavillonnaires avec leurs centres commerciaux où on va en voiture, etc., beaucoup plus que les autres Européens, souvent pour des contraintes historiques de densité déjà présentes. Nous, on a du territoire, on peut s'étendre, mais effectivement, c'est ça qu'on paye aujourd'hui et c'est la difficulté qu'on a. Et l'autre, et à ce niveau-là, ça freine aujourd'hui. Donc l'étalement urbain, l'artificialisation des sols ne progresse plus aujourd'hui qu'à 0,8% par an. C'était plus de 1% il y a quelques années avant la crise. La crise de l'immobilier est passée par là entre-temps, mais 0,8% par an, c'est quand même toujours 2 fois plus que l'augmentation démographique en France. Donc ça reste malgré tout une dynamique assez forte. À ce train-là, dans 50 ans, on aura 50% de surface urbanisée, enfin artificialisée en plus. Et ce sera encore plus problématique. Et l'autre chose qui est évidente, mais vous le savez mieux que moi, et si je rentre dans les détails, je risque de dire des bêtises, c'est que c'est le résultat aussi d'une organisation administrative qui fait qu'on a beaucoup plus de communes et que c'est très difficile de retirer les prérogatives urbanistiques, permis de construire, etc. Aux communes. Alors on y arrive. Sans doute pas pour la plus grande joie de chacun des maires, mais c'est vrai que le principal réflexe d'un maire, s'il a la maîtrise sur les permis de construire, etc., c'est de dire « oulala, j'ai déjà suffisamment de gens chez moi, il faut préserver quelques zones, et donc on ne va pas densifier encore ma commune ». Donc le développement urbain se continue, mais plus loin encore, avec tous les problèmes de transport, d'unité que vous soulignez, de fiscalité, même comme on en parlait, comme vous en parliez tout à l'heure. Donc c'est une dynamique auto-entretenue d'artificialisation et d'extension des villes qui n'est pas optimale de tous les points de vue, du point de vue de la vie des gens, du point de vue de la consommation énergétique évidemment, et ça va devenir de plus en plus important, et puis du point de vue aussi de la vie des adolescents en particulier. Vous vouliez réagir aussi, Aurélien ? Est-ce que vous avez entendu ? On est très je loin. pensais à ça par rapport aux grandes structures. J'ai habité quand j'ai eu 18 ans à Nantes et j'aimais pas du tout cette ville jusqu'à ce que je découvre en fait l'existence de cette très grande vallée fluviale cachée, la vallée de l'Erdre et plein d'autres, qui d'un coup étaient miraculeuses, qu'on a des sortes de trous, et puis pour le coup d'échelle métropolitaine, parce qu'elles font 7, 8, 15 km, et elles relient vraiment, et enfin je me souviens que mon point de vue sur cette ville a changé instantanément. Des Deux-Sèvres, l'Erdre, c'est magnifique. Il y en a, et d'un coup, là c'est vraiment un usage pratique de la géologie qui est plus compliqué probablement ici, parce qu'il y a un fleuve énorme, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Il n'y a pas de vallée vous êtes dans la vallée ici. Voilà, non, c'était juste un... Voilà. Donc, juste peut-être un élément complémentaire, c'est que, je suis pas urbaniste, mais j'ai vécu aussi à l'étranger, j'ai vécu en Allemagne en particulier. Ce qui est très frappant, c'est la différence d'urbanisme entre la France et l'Allemagne, notamment sur cette dimension pavillonnaire. Donc, ce qui a été fait beaucoup en Allemagne, c'est des petits immeubles de 3 ou 4 appartements, un type de choses qui n'existe quasiment pas en France, alors que ça permet effectivement d'avoir un peu beaucoup les avantages du pavillon de banlieue en termes de jardin, etc., tout en minimisant les inconvénients du pavillon individuel tel qu'il s'est développé chez nous.
Oui, Alain Turby, une remarque, puis il y aura peut-être des réactions de la salle, peut-être Alain Juppé lui-même d'ailleurs. Assez rapidement sur votre réaction par rapport aux grands ensembles qu'on n'arriverait pas à maîtriser, ou du moins à inclure correctement dans le paysage métropolitain. Une fois n'est pas coutume, je demandais à mon président d'apprécier l'instant qui va suivre, puisque je vais faire l'éloge de la métropole en la matière, puisque le fait d'appartenir à cette métropole apporte aussi quelque chose d'intéressant. Bordeaux Métropole, c'est 28 communes. On dit souvent que c'est un bouquet de 28 fleurs, de 28 couleurs différentes. Donc, effectivement, il y a ce problème d'intégration métropolitaine. Mais de plus en plus, dans le cadre de notre projet urbain, le fait de nous être appuyés, sur les services métropolitains, ça a entraîné, de fait, par le biais de la présentation du projet, l'intégration de notre projet dans l'ensemble du projet métropolitain. Et ça, c'est un élément qui est un peu novateur. Les maires gardent, bien sûr, la main sur l'urbanisation de leur territoire. C'est eux qui fixent le cap et qui donnent la direction. Mais malgré tout, Bordeaux Métropole apporte une forme d'ingénierie et un regard qui, jusqu'à maintenant, n'était peut-être pas forcément possible compte tenu de l'organisation des services urbanisme dans les collectivités. Oui, on pourrait parler des services aussi. Alors, réaction, je vous tends le micro. Parce que quand même, on a parlé des sujets qui vous tiennent à cœur quand même beaucoup. Restez assis peut-être, non ? Oui, d'abord, merci à tous les intervenants. J'ai écouté ça avec énormément d'intérêt. Beaucoup de choses passionnantes ont été dites. Deux ou trois remarques. D'abord, je reviens sur Codéran, la ville jardin. On a beaucoup parlé du PLU et des règles nouvelles qui sont fixées pour la construction. Je voudrais insister sur le fait que la ville jardin, c'est aussi la gestion de l'espace public, la transformation de l'espace public, qui est difficile. C'est les rues jardins, et on a beaucoup de mal à les faire avancer. Je voulais juste apporter cette précision. Sur le débat sur les métropoles, d'abord je trouve que la mode aujourd'hui c'est de tirer sur les métropoles, voilà, qui boufferaient l'ensemble du reste du territoire français, qui asphyxierait tout ce qu'il y a autour. D'abord je voudrais rappeler, je parle sous votre contrôle, monsieur. Il a parlé de redistribution. Je voudrais parler sous votre contrôle. On les a voulu, les métropoles. On a même appelé ça des métropoles d'équilibre à une certaine époque, parce que c'était Paris et le désert français. Bon, alors je ne sais pas si aujourd'hui le désert français a disparu. Sur la réduction des inégalités, ce que vous nous avez dit est extrêmement ambivalent, puisqu'il y a des statistiques qui montrent que certaines inégalités se sont réduites et que d'autres pas. Vous nous avez dit qu'en termes de revenus, par exemple, je ne reviens pas sur ce qui avait été dit. Deuxièmement, je pense que les métropoles peuvent être des locomotives du développement de leur territoire. Je prends un seul exemple ici, qui est le tourisme. L'attractivité extrêmement forte de Bordeaux en matière de tourisme, qui fait qu'on est passé de 2 millions à 6 millions de touristes, au point que certains maintenant dénoncent les méfaits de l'hypertourisme, c'est une nouvelle mode, eh bien elle profite à l'ensemble du territoire, ne serait-ce que par le territoire vitivinicole. Les bateaux de plaisance partent de Bordeaux pour irriguer le Médoc, pour irriguer Saint-Émilion, etc. Donc il peut y avoir une complémentarité, et je suis en train, moi, de négocier des accords de coopération entre certains territoires extra-métropolitains à la métropole. Par exemple, la communauté d'agglomération du Libournais, la CALI, nous allons signer un accord de coopération sur le plan économique. Puis enfin, les métropoles n'ont pas que des atouts. Je crois que c'est Alain Turby qui l'a dit tout à l'heure, nous sommes aussi parfois victimes de la concurrence de l'espace extra-métropolitain en matière de grande surface. Nous avons décidé, par exemple, à Bordeaux, il y a plusieurs années, d'un moratoire sur l'installation des grandes surfaces à l'intérieur de la métropole. Elles vont s'installer à l'extérieur de la métropole, en périphérie de la métropole. Voilà, donc je voulais relativiser un petit peu ces critiques qui sont faites. Deuxième remarque, vous l'avez fait d'ailleurs très régulièrement, je crois qu'il faut éviter les généralités, tout dépend du contexte. Toutes les régions ne sont pas dans la même situation. La région Nouvelle-Aquitaine, notamment à l'intérieur de la Nouvelle-Aquitaine, l'ancienne Aquitaine, qui est particulièrement dynamique, n'est pas dans la situation de certaines zones de l'Est de la France ou même du Nord de la France. À l'intérieur même d'une région, l'ancienne Aquitaine n'est pas dans la même situation que le Limousin. À l'intérieur d'une métropole, les communes ne sont pas toutes dans la même situation. Et à l'intérieur de la ville de Bordeaux, le quartier des Aubiers n'est pas dans la même situation que Codéran. Donc il faut chaque fois, je pense, intégrer cette diversité des territoires. Troisième remarque rapide, vous avez dit à un moment donné que les citoyens rejetaient les institutions. C'est vrai, depuis toujours. Et ça continuera. Sauf que quand on demande aux gens s'ils sont heureux de vivre dans la métropole où ils vivent, vous connaissez les résultats. À Bordeaux, on doit être à 80%. Donc voilà, on est mécontent en général et puis satisfait en particulier, souvent. Ça mérite là aussi d'être relativisé. Puis enfin, dernier point, la dimension participative. Ça m'amuse beaucoup. D'abord, c'est pas M. Macron qui l'a inventé.
Les 2 réunions les plus longues que j'ai eues cette semaine à Bordeaux, ça a été le conseil de quartier de Bordeaux Sud, où j'ai passé 2 heures, au milieu des habitants, à discuter bien sûr du Bordeaux de 2050, mais surtout de la propreté, de la sécurité, de la prostitution, du logement, etc. Et le deuxième exercice le plus long de la semaine, c'était une réunion de concertation à Saint-Médard-en-Jalles sur le futur tramway de Saint-Médard-en-Jalles. 2 heures très chaudes. Très très chaudes. Et quand je disais que ça m'amusait un peu, parce que c'est pour dire qu'on peut pouvoir tout et son contraire. Développer la démocratie participative et ne pas tenir compte du sentiment des habitants. Et je voudrais à ce sujet aborder une question extrêmement sensible qui est la densification. Bon. Bordeaux est la caricature contrairement à ce qui était dit, je crois d'ailleurs, historiquement, de l'étalement urbain. La ville de Bordeaux avait au début du XXe siècle 300 000 habitants. Au début des années 90, 200 000. Et la métropole s'était évidemment beaucoup développée pendant cette période par étalement urbain. Nous sommes en train d'inverser la tendance. Et notre PLU repose sur l'idée de densification de la ville-centre et de densification des centres-villes. Sauf que les gens n'en veulent pas. Hein? Chaque fois qu'on a un problème de densification, vous avez immédiatement, dans les réunions de concertation, des réactions hostiles, des recours contre l'immeuble qui me cache ma vue. Donc c'est la densification, oui, mais pas dans mon jardin. Donc voilà. Et ça, c'est un exercice de gestion de la démocratie participative qui fait d'ailleurs tout le sel et tout l'intérêt du mandat d'élu local, puisque le rôle d'un maire est précisément de concilier ces 2 objectifs contradictoires. Merci beaucoup pour votre apport dans ce débat. Merci. Ah oui. Bon, écoutez, je vous remercie. Vous voulez une dernière réaction sur ces thèmes ? Non. Non. Je ne voudrais pas vous frustrer. Bon, écoutez, je vous remercie en tout cas effectivement beaucoup. Je renvoie à la lecture d'une part du rapport du Conseil économique et social et environnemental qui est plus précis qu'en effet les quelques lignes que nous avons communiquées. Pour rentrer dans les débats qu'a repris Alain Juppé, effectivement, il y a une masse d'informations dedans qui sont assez intéressantes. Michel Desvignes nous a tracé quelques pistes là qui reviennent au sujet du paysage. Michel, donc vous resterez avec nous à l'instant. Je vais remercier Guillaume Duval, Aurélien Bélanger et Alain Turby. Merci beaucoup. On peut vous applaudir, je pense. Et Alexandre Chemetov va nous rejoindre et Claire Corajou si elle est là également, parce que je voudrais qu'on passe un petit moment avant de procéder à l'inauguration de la promenade Michel Corajou par Alain Juppé. Ça se passera au bout du hangar 14, à l'entrée du hangar 14, évoquer la personnalité et l'apport de Michel Corajou. Vous allez voir que ça recoupe quand même bien des sujets qui ont été abordés jusqu'à maintenant. Donc avec Michel Desvignes et bonjour Claire Corajou. Asseyez-vous où vous voulez, vous voyez. Tout est confortable de toute façon. Bonjour, rebonjour Alexandre Chemetov. Est-ce que vous avez un micro ? Je vais vous le passer.